Donc, ma partie concerne l'effet de la non-castration sur la composition des pièces. Alors, première information bien connue sur les effets généraux de la non-castration dans la filière. Donc, l'ablation des testicules revient à supprimer l'effet des hormones qui sont produites, donc les effets anabolisants, plus de testostérone, plus d'anabolisants, d'où une croissance plus importante, meilleure croissance pour les mâles entiers, meilleure efficacité alimentaire, meilleure rétention azotée, mais surtout donc une hausse de la teneur en maigre et une baisse des dépôts en gras. Donc, si l'on regarde plus précisément les effets de la castration ou de la non-castration, plus exactement, sur la composition de la carcasse et des pièces, on a d'abord une baisse du rendement de carcasse pour les mâles entiers comparé aux castrés, une hausse de la longueur de la carcasse, de la proportion de la partie antérieure de l'animal, notamment des épaules, des chines, une baisse de l'épaisseur de la bardière et des autres épaisseurs de gras, une baisse générale de la teneur en gras, une hausse de la superficie de la noix de côtelette et une augmentation des teneurs en muscles, en os et en couenne. Et également donc une hausse de la teneur en protéines et en eau. Voilà, ça c'est un peu ce que la littérature internationale nous dit. Si l'on regarde maintenant en France, les effets sur la carcasse, les meilleures informations, les plus fiables, sont celles des statistiques de pesée-classement d'Unifor-Ouest. Donc, avec les effets sur le poids qui est quasiment négligeable, à poids à peu près équivalent. On a en jaune une forte diminution de l'épaisseur de gras. Les différences sur le graphique, vous avez des différences relatives entre mâles entiers et castrés. Donc, ce qui veut dire que les mâles entiers ont 20% de moins que les mâles castrés d'épaisseur de gras, au site G3 de l'ImageMeter pour le classement des carcasses. Également, une légère diminution de 2% de l'épaisseur de muscle. Et sur le TMP, donc, qui est le taux de muscle des pièces utilisé pour le paiement des éleveurs et donc qui est estimé par l'ImageMeter à partir de G3 et M3, on a une augmentation de 3% en valeur relative, de 1,5 à peu près en valeur absolue. Donc maintenant, si l'on veut regarder plus précisément pour chacune des pièces, on a eu un essai privé en 2016 avec CSB, c'est donc l'unique information dont on dispose, un essai sur 180 porcs avec 60 carcasses de chacun des 3 sexes, donc notamment 60 mâles entiers et 60 castrats. Un classement des carcasses donc avec le CSB ImageMeter sur la chaîne d'abattage. Ensuite, on a réalisé une découpe industrielle normalisée et on a scanné par tomodensitométrie, c'est-à-dire avec un scanner médical, les 4 pièces de la carcasse pour mesurer leur poids de muscle, de gras et d'os et calculer les teneurs correspondantes. Alors, le premier résultat, c'est sur les différences de rendement en pièces, donc différence entre mâle entier et mâle castré. Sur la gauche, ce sont les différences en poids. Sur le graphique de droite, ce sont les proportions dans la carcasse. Bon, les deux graphiques se ressemblent. La différence majeure est sur le rein, c'est-à-dire le rein, c'est la longe avec la bardière. On a une diminution d'à peu près 2 kg ou de 1,5% du poids de rein, notamment dû à l'effet sur la bardière, en fait, qui est prépondérant. Et inversement, on a une augmentation donc, du poids des os, donc des poids de la tête et des pieds, qui contiennent beaucoup d'os, avec de l'ordre de 1,5%. Si l'on regarde maintenant la teneur en muscles, par pièce et par sexe. Donc à gauche, vous avez les valeurs du tableau, à droite, vous avez les graphiques, avec les mâles castrés en bleu, les femelles en orange et les mâles entiers en gris. Donc, on voit que la hiérarchie est la même, quelle que soit la pièce, avec une teneur en muscle plus faible pour les mâles castrés et la teneur en muscle la plus élevée pour les mâles entiers, ce, quelle que soit la pièce, mais avec des niveaux un peu différents selon chaque pièce.
Si l'on regarde maintenant un peu plus précisément chacune des pièces, mais la différence maintenant entre mâle entier et mâle castré, ce qui nous intéresse plus précisément, ou pour les trois tissus, donc teneur et trois tissus principaux, la teneur en muscle, la teneur en gras et la teneur en os. Si on regarde par exemple pour le jambon, hein, on a donc une diminution de la teneur en gras de l'ordre de 3%, de 3 points, hein, c'est exprimé en pourcent, mais c'est en valeur absolue, hein, 3 points de la teneur en gras, qui est compensée par une augmentation de la teneur en muscle, à peu près équivalente à une légère augmentation de la teneur en os. C'est pour la poitrine donc, que ces résultats sont les plus importants, hein, avec une diminution de l'état d'engraissement de l'ordre de 8% et une augmentation de la teneur en muscle correspondante à peu près équivalente. Simplement, la composition des pièces est difficile à connaître au niveau des industriels, puisque les industriels ne disposent pas de scanners en ligne, donc en fait, la composition des pièces, il faut la prédire. Et donc, les différences vont dépendre de la façon dont on la prédit. Alors, les informations dont on disposait ici, c'est par exemple avec l'ImageMeter, qui sert à classer les carcasses, mais qui peut permettre aussi de prédire la composition de chacune des pièces. Donc, si on regarde sur le graphique de gauche, les différences relatives entre mâle entier et castré, on retrouve donc pour le G3, l'épaisseur de gras, une différence relative de l'ordre de moins 35%. Par contre, en vert, ce sont les statistiques uniport, hein, donc c'est pour regarder un peu la représentativité de notre échantillon sur lequel on se base, c'était uniquement 20%. Donc, compte tenu de la corrélation hein, qu'il y a bien sûr entre le G3 et les teneurs en muscle, ça veut dire que probablement les chiffres que je vous ai présentés plus tôt sont un petit peu surestimés puisque on a une différence d'épaisseur de gras un peu plus importante dans notre échantillon que ce qu'elle est dans l'Uniport Ouest. Donc, il est probable que les différences soient un petit peu plus faibles que celles présentées dans notre échantillon. Là, ici, ce que je voudrais dire, là, c'est parler de la prédiction de la composition des pièces. Alors là, ça joue moins, puisqu'il s'agit en fait de regarder la relation, la corrélation, si on veut, entre l'épaisseur de gras et la teneur en muscle de chacune des pièces. En fait, si on regarde donc sur le graphique de gauche le pourcentage de muscle du jambon, lui, il a augmenté de l'ordre de 3-4% dans notre échantillon, alors que le G3 a diminué de 35%. Donc, intuitivement, on sent bien que la relation entre l'épaisseur de gras et la teneur en muscle va dépendre du sexe, puisque sinon, on aurait des choses du même ordre de grandeur. Donc, on a effectivement un effet significatif de la castration pour toutes les pièces. Et si on regarde sur le graphique de droite, qui est l'erreur d'estimation du pourcentage de muscle, hein, donc ce qui est important au niveau des industriels, c'est savoir quand on prédit le pourcentage de muscle de chaque pièce, taux de muscle du jambon, avec quelle erreur on le prédit. Si on regarde donc le graphique de droite pour les mâles entiers, on est de l'ordre de 1,5%. Donc, on a une erreur de 1,5%. Donc, en gros, ça veut dire qu'à 95%, on est à plus ou moins 3%. Alors que sur les mâles castrés en gris, pour le jambon, on est à plus 2%. Donc, l'erreur sur les mâles entiers est plus faible que pour les mâles castrés. Et ça, c'est valable pour le jambon et pour le rein. Donc, c'est une information intéressante. Alors que sur épaule et poitrine, l'erreur de prédiction est à peu près équivalente entre les deux sexes. Donc, en conclusion, sur la composition des pièces, la première chose très importante, c'est que la non-castration, c'est le facteur le plus important sur la composition de la carcasse et des pièces. Et si on regarde en termes de quantification, si on essaie de quantifier cette différence, d'abord, on a une différence sur les rendements pièces, hein, c'est-à-dire la proportion de chaque pièce dans la carcasse, une augmentation de la tête et de l'épaule de l'ordre de 1%.
On a une diminution du rein, donc de la longe avec la barbière, de l'ordre de 1%, mais parce que la barbière a diminué fortement et donc l'emporte sur l'ensemble. On a des épaisseurs de gras plus faibles sur le dos, mais également un peu partout sur l'animal, de l'ordre de moins 3 à moins 5 mm. Les épaisseurs de muscles sont également plus faibles, de l'ordre de 2 à 3 mm. Mais par contre, malgré ces épaisseurs de muscles plus faibles, on a une teneur en muscles plus importante des pièces, notamment due à la baisse du gras. Et cette augmentation est très importante, de plus 3 à plus 8%. Alors donc, comme je vous l'ai dit, compte tenu de l'échantillon, c'est sans doute peut-être un petit peu moins, peut-être 5-6%, mais quand même des valeurs très importantes. Et en tout cas, le maximum, il est pour la poitrine. C'est bien la poitrine qui est le plus affectée par la non-castration. On a également une petite augmentation de la teneur en os, de l'ordre de 0 à 1% selon les pièces, et une diminution de la teneur en gras, de l'ordre de 4 à 8%, avec bien sûr un maximum aussi sur la poitrine. Un autre élément important que je n'ai pas montré, mais c'est la variabilité plus faible. C'est-à-dire que, quel que soit le critère, la variabilité des mâles entiers est nettement plus faible que la variabilité des castrés. Donc ça, c'est important pour l'homogénéité des lots, mais ça veut dire aussi que c'est un des facteurs qui fait que la prédiction est plus précise, notamment pour la teneur en muscle du jambon et du rein. Et plus la prédiction sera précise, plus les différences entre mâle entier et mâle castré seront proches de la réalité. Merci Gérard. Voilà.